Hey, bonjour, bonne arrivée. C'est vous qu'on attendait. Donc, toi et moi on se connaît, mais tous nos internautes ne te connaissent pas. D'abord, avant de commencer par la partie présentation, je tiens encore une fois à te dire merci d'avoir répondu présente pour l'invitation d'être sur le plateau Influence. Donc, qui est Pernelle Toutou? Donc avant tout, merci révérend pour l'invitation, merci pour cette opportunité de m'exprimer sur le plateau d'Influence et je suis honorée d'être à vos côtés ce matin. Merci beaucoup. Alors qui est Pernelle Toutou? Pernelle Toutou est une jeune femme gabonaise, née à Libreville au Gabon, de père et de mère gabonais. Et donc, je suis née ici, j'ai grandi ici et j'ai commencé aussi mes classes à Libreville. J'étais à Gros Bouquet 1 au primaire, ensuite secondaire, je suis allée au lycée Léon Bas, où j'ai fait tout mon secondaire. Et après l'obtention de mon baccalauréat, je suis allée à Montréal pour mes études supérieures. Donc j'ai commencé par Québec, à l'Université Laval, où j'ai eu un bachelor en économie. Et ensuite je suis allée sur Montréal, au HEC Montréal, où j'ai eu un DESS en gestion financière. Super. Mais aujourd'hui, je suis propriétaire des pâtisseries Lapine Boucher, entrepreneur. Mais au-delà de tout ça, je suis chrétienne, enfant de Dieu et membre des ministères Christ révélé aux nations. D'accord, super. Qu'est-ce qui t'a conduit sur le chemin de la pâtisserie? Parce que tout à l'heure, tu en as parlé en expliquant effectivement quel était ton parcours universitaire. Donc, qu'est-ce qui t'a emmené dans cette direction? Tu es propriétaire donc de la structure Les Fines Bouchers, la pâtisserie Les Fines Bouchers. Donc, comment tu es arrivé là? Disons que ça a né d'un malaise. Je n'aimais pas la pâtisserie d'antan. Je la trouvais trop lourde, trop gras, trop sucré, trop crémeux. Et avec La Fine Bouchers, j'ai voulu apporter une touche de légèreté, une touche de finesse en fait dans la pâtisserie que je faisais avant. Et c'est comme ça en fait que l'aventure a commencé. D'accord. Pourquoi les mots Fine Bouchers? Fine Bouchers, c'est tout simplement la finesse, autant dans la texture, dans la présentation et dans le goût. Donc c'est la finesse en bouche, la finesse dans les assiettes. Ok. À quel moment est-ce que tu commences donc avec la structure La Fine Bouchers? Est-ce qu'il y a eu une mutation au niveau de ce que tu faisais? Oh oui, La Fine Bouchers commence en 2010. Beaucoup ne le savent pas, c'est assez particulier. Beaucoup pensent que La Fine Bouchers, c'est juste la pâtisserie. Mais La Fine Bouchers a commencé dans le salé avec un service traiteur. Donc en 2010, quand on passe à la journée continue, je décide de lancer un service de livraison de plateaux repas. C'était ici à Libreville? Oui, à Libreville. D'accord. Donc livraison de plateaux repas dans les bureaux, au centre-ville, trésor public, ministère des Finances et tout ça. D'accord. Et justement à cause de la finesse dans la présentation que je voulais retrouver, ça a été tout naturel pour moi d'appeler ça La Fine Bouchers. Donc on a commencé avec du salé pendant plusieurs années, on a continué sur du salé et c'est seulement en 2015 que le sucré a pris forme. D'accord. Comment tu as vécu cette transition du salé au sucré? En fait, la question qui me vient là, c'est comment est-ce que tu t'es retrouvé de passer du sucré au salé? Est-ce que c'était une transition qui a été facile? Est-ce que ça s'est fait tout naturellement ou est-ce que c'était dû à des difficultés que tu as rencontrées? La transition dans le sucré s'est faite par révélation. Ça, comme je vous disais, je n'aimais pas beaucoup les gâteaux quand j'étais plus jeune et je n'étais pas une passionnée de pâtisserie. Mais ça a été vraiment sous l'impulsion d'une voix, d'une parole que j'avais reçue, que j'ai compris qu'il fallait que je me mette dans le sucré. Mais ça a été long parce que j'avais des difficultés à embrasser cette vision-là et ça a allongé beaucoup le processus. Mais c'est vraiment par révélation que je suis rentrée là-dedans. D'accord. Quand tu dis révélation, ça veut dire que c'est une conviction intérieure. Dieu t'a parlé intérieurement sous l'inspiration de la voix de Dieu. Bon, donc ça m'emmène à me demander, si tu veux, si à l'intérieur de toi, tu as été face à des conflits, à des difficultés intérieures. Est-ce qu'il y a des réalités intérieures à toi qui ont été un frein à la réalisation de ta vision? Oui, je vais parler de la peur. D'accord. Il y a eu la peur à plusieurs niveaux, la peur par rapport à mon background. Je n'avais pas de béquilles sur lesquelles m'appuyer pour pouvoir entrer dans la pâtisserie parce que je n'ai pas eu de formation en pâtisserie au départ, donc j'étais autodidacte depuis le début. Et donc j'avais cette crainte-là de ne pas faire les choses de façon conforme, de ne pas faire comme il faut, de ne pas avoir le résultat escompté. Donc j'avais cette peur-là de l'inconnu. Je partais d'un univers vers un autre univers qui
qui était vraiment inconnu pour moi. Et ça m'a beaucoup freinée. À plusieurs reprises, j'ai voulu tourner le dos, à plusieurs reprises, j'ai voulu repartir travailler dans des bureaux. Mais la grâce que j'ai eue, c'est que j'ai toujours été ramenée vers cette vision-là. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés liées à toi, j'ai envie de te dire ton âge, le fait que tu sois une femme, ou autre chose liée à toi qui a constitué un frein? Oui, il y a ma taille. Je suis assez petite de taille et j'étais appelée à faire des pièces assez grandes, surtout pour les mariages, des gâteaux de 5-6 étages. Et je me demandais toujours, mais comment je vais faire pour pouvoir arriver à mettre le dernier étage au-dessus? Et j'avais un petit peu peur et j'hésitais au début à prendre des gros gâteaux. Je prenais des gâteaux de 2 étages, 3 étages. Mais après, je me suis dit, mais si je ne suis pas capable d'arriver au sommet, je vais juste prendre une chaise, prendre un tabouret et puis monter là-dessus pour arriver. D'accord, c'est ça. Et j'ai pu vaincre cette crainte-là. D'accord. J'aime comment tu es. En fait, tu ne pouvais pas changer ta taille, mais tu as trouvé un moyen de surmonter la difficulté, de surmonter le problème. Et j'aime beaucoup cette façon de voir les choses et surtout de dépasser ses limites. Tout à l'heure, tu as parlé de ta foi, de la voix, donc l'inspiration, la révélation qui t'a poussé à passer du salé au sucré. Et en introduction, tu t'es présentée effectivement comme une femme de foi, une chrétienne. Donc moi, ma question, c'est quel a été l'impact de ta foi dans la réalisation de la vision de la Fine Bouchée? Quelle a été la place que Dieu a occupée dans la réalisation de ce projet? Je veux dire que ma foi m'a permis de rester sur le chemin. Ou alors, quand je m'égarais, je ne m'égarais pas trop longtemps. Et ma foi aussi m'a rendue capable d'être celle que je suis aujourd'hui, donc de faire des gâteaux. Comme je vous ai dit, je ne savais absolument pas comment faire des gâteaux. Tout s'est fait par révélation. Des voix que j'entendais dans ma tête qui me disaient « prends de la farine, prends des œufs, mélange ça, pendant tant de temps, tu mets au four. À un moment donné, quand c'est au four, c'est bon, tu peux l'enlever. » Ça s'est vraiment passé comme ça. Et c'est par la suite, quand je regardais des vidéos sur YouTube, j'apprenais, mais je sais faire ça. Ah, c'est ça le nom technique de ça. Je ne savais pas qu'on appelait ça une génoise. C'est après avoir regardé des vidéos que je me suis rendu compte que je savais le faire. Je l'ai appris par moi-même et ça avait un nom. Même les crèmes au beurre, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai appris vraiment par l'Esprit de Dieu. Wow. Donc, non, vas-y. Donc vraiment, ma foi m'a équipée en fait. Elle m'a équipée et m'a permis en fait de tenir ferme et d'avancer dans cette vision-là. Tu as parlé d'une partie, tu as dit ta foi t'a permis, même quand tu t'éloignais, de ne pas trop t'éloigner, quand tu t'égarais, de ne pas trop t'égarer. Ces moments d'égarement, selon toi, ils étaient dus à quoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as failli passer, du moins perdre de vue la vision? Les difficultés que j'ai eues au niveau financier. D'accord. Je m'étais préparée, j'avais laissé, je partais de 3 ans en milieu bancaire pour lancer la Fine Bouchée à plein temps. D'accord. Et j'avais prévu, j'avais plus ou moins préparé ça, mais on ne le prépare jamais assez. Tout à parce fait. que ça a duré un peu plus que ce que je pensais. Donc les difficultés financières, il fallait payer le loyer, il fallait payer les factures, ça m'a fait reconsidérer mes choix. Et à plusieurs reprises, j'ai voulu repartir sur le marché du travail et je suis même repartie sur le marché du travail, mais il y a toujours eu des occasions qui ont fait en sorte que je suis ressortie. Par exemple, je pouvais avoir un emploi qui durait 6 mois, qui était supposé durer 1 an ou 2 ans, mais qui s'arrêtait au bout de 3 mois, juste assez pour pouvoir payer mes factures et ensuite repartir sur le chemin de la Fine Bouchée. D'accord. Donc il y a eu ça, il y a aussi des gens qui m'ont accompagné, mes pères, mes frères et sœurs, qui m'ont conforté dans cette vision-là, qui recevaient aussi des choses dans cette optique-là en fait. Est-ce que ta relation avec Dieu, parce qu'on parle de foi et de ta relation avec Dieu, est-ce que ça impacte seulement le domaine de l'entrepreneuriat, donc de la vision de la Fine Bouchée, ou ça impacte d'autres domaines de ta vie? En fait, ma relation avec Dieu impacte tous les domaines de ma vie. D'accord. Parce que je considère que je suis celle que je suis par la grâce de Dieu et je me réfère au manuel de ma vie. Je suis là pour un but et la seule façon de pouvoir accomplir ce but-là, c'est d'être en contact avec la personne qui m'a envoyé ici. Donc, ma foi, ma relation avec Dieu est déterminante sur tout ce que je peux choisir. Que ce soit personnel, que ce soit professionnel, que ce soit familial, vraiment à tous les niveaux, je consulte Dieu pour faire les bons choix. Quand je t'entends parler, je me rends compte, si tu veux, que ta relation avec Dieu prend beaucoup de place dans ce que tu fais. Tu as répondu tout à l'heure au fait que ça impactait d'autres domaines de ta vie et pas juste le domaine
de l'entrepreneuriat. Ma question, c'est est-ce que tu as toujours grandi dans un environnement chrétien ou à un moment il y a eu un shift personnel qui s'est produit? Si oui, quand? Déjà, j'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique, mais on n'était pas très ancré dans la religion. D'accord. Mais durant toute mon adolescence, j'ai toujours été un peu en quête de mon identité. J'avais du mal un peu à me définir et ça s'est intensifié quand je suis arrivée au Canada en 2009, où j'étais vraiment dans une grande période de questionnement. Je me demandais ce que j'étais venue faire sur Terre, pourquoi j'étais là. J'avais cette conviction-là que j'étais appelée à plus que ce que je vivais, mais j'avais du mal à l'identifier. J'avais du mal à mettre un mot là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la personne de Jésus par des personnes qui m'en ont parlé et tout. Et ma marche en Christ a commencé à ce moment-là. D'accord, super. Bon. Je veux qu'on parle un peu des difficultés que tu as rencontrées depuis que tu es engagé dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'on est tous familiers avec ces citations de Thomas Hobbes, mais qui en réalité est originaire de Plaute et qui dit ce qui suit, et je cite, « L'homme est un loup pour l'homme ». Fin de citation. Okay. Ce que cette citation indique, c'est que partout où il y a des hommes, il y a du danger. Okay. Que le danger de l'homme, c'est l'homme, nous-mêmes ou autrui. Moi, ce que je veux savoir, c'est quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ton environnement professionnel et qui t'ont emmené à reconsidérer le choix d'évoluer au Gabon. Parce que tu as dit que tu as fait une bonne partie de tes études à l'étranger, mais tu es quand même revenu. Donc, est-ce qu'il y a des difficultés locales qui t'ont emmené à te demander si tu n'étais pas mieux là-bas qu'ici? Des difficultés, oui, j'en ai rencontrées, mais qui m'ont amené à reconsidérer mon choix d'être ici, non, pas encore. Mais par contre, bon, les difficultés que je rencontrais, je peux parler de la déloyauté au niveau du personnel. D'accord. Il y a beaucoup de personnes qui se rapprochent de la structure, de la fine bouchée pour apporter, pour contribuer en fait au fonctionnement, à l'activité, qui veulent offrir leur savoir-faire, mais qui par la suite prennent l'expertise et vont se mettre à leur compte. D'accord. Donc j'ai eu le cas quelquefois ici, à Libreville, mais bon, on a réussi à arranger ça en mettant en place des contrats. Ok. Ensuite, on a eu des difficultés avec la clientèle. Justement, tu as parlé de la clientèle. Okay, je voulais te demander, est-ce qu'il y a des difficultés que tu as rencontrées qui étaient liées aux clients spécifiquement? Tu vois, ces personnes que tu as décidé de servir au travers de ton nom. Oui, j'ai eu des difficultés avec la clientèle. Déjà, je trouve qu'au Gabon, il y a une dévalorisation de l'artisanat. Tout ce qui est artisanal n'est pas assez valorisé et les gens ne sont pas toujours prêts à payer le prix pour ça. Je considère que le cake design, c'est le côté sur mesure de la pâtisserie. Ce sont des gâteaux personnalisés. D'accord. Dès qu'on veut avoir quelque chose de personnalisé, il faut être prêt à payer le prix pour ça. Si je veux avoir un tailleur lambda, je vais aller dans un magasin, je vais payer le prix pour un tailleur lambda et courir le risque d'avoir 50 voire 100 personnes qui auront le même tailleur que moi. Mais si je vais voir un couturier et que je veux avoir un tailleur sur mesure avec mon tissu, un tissu bien spécifique avec des finitions bien spécifiques, je m'assure que personne d'autre n'aura le même tailleur que moi. Et pour ça, il y a un prix. Le sur-mesure a toujours un prix. Et très souvent au Gabon, les gens ne comprennent pas cette vision-là. D'accord. Et ils critiquent beaucoup les prix et aussi le conditionnement des gâteaux. Un gâteau, c'est fait de crème, c'est fait de beurre, de sucre, de farine. Et c'est pas quelque chose de solide. Donc ça demande un certain conditionnement au niveau du transport et tout. Et des fois, les clients le prennent comme un sac à main et l'emmènent chez eux. Et des fois, les gâteaux arrivent dans des conditions assez compliquées. Ouais. Et donc après, c'est la faute de la fine bouchée, ce qui n'est pas nécessairement le cas. D'accord. Bon, ça m'emmène à te poser la question par rapport à la mentalité locale. Tout à l'heure, tu étais en train de parler de la difficulté que tu as rencontrée avec la mentalité locale, en indiquant que localement, il y a très peu de valeur qui est accordée à l'artisanat. Comment est-ce que tu as réussi à faire face à cette mentalité qui, de mon point de vue, est véritablement problématique? Moi, dans mon cas, ce qui m'a aidé, c'est la communication avec ma clientèle. D'accord. Être capable de présenter mes produits de façon claire. D'accord. Et d'être ferme dans ma politique commerciale. En fait. D'accord. Et ça a permis en fait aux clients d'être en confiance, ça les a mis en confiance et ils ont été capables
de payer le prix en fait pour ce que ça valait. Donc en fait, ce que toi tu suggères pour pouvoir justement faire face à cette difficulté liée à la mentalité, c'est une bonne communication. Bonne communication, être capable d'éduquer les gens. D'accord, ok. Mais quand tu parles d'éducation, quand tu parles de transfert, mais même de communication, la vérité c'est qu'on peut penser qu'on communique, mais si on ne parle pas le langage de la personne qui est en face de nous, on a un problème de communication. Je parle français, il ou elle parle chinois, on peut ne pas s'entendre. Et l'une des impressions que j'ai, c'est que très souvent, même quand on essaye de dire « ok, ça a de la valeur, donc ça a un prix okay, les gens en face se disent que ça devrait quand même être moins cher. Okay, donc comment est-ce que tu as réussi à donner une fourchette de prix à ce que tu fais? Justement, j'ai pu répondre à ça en fixant une fourchette de prix, en donnant la possibilité au client de choisir un design qui va avec son budget. D'accord. Et que les prix ne sont pas figés. Si un client vient avec un certain budget, je lui propose qu'est-ce que je suis capable de faire avec le budget qu'il a. D'accord. Tu as évolué à l'étranger. Je me pose des questions par rapport à l'accompagnement qui est réservé aux entrepreneurs. Okay. Est-ce qu'il y a des choses que tu as remarquées ailleurs en termes d'accompagnement qui ne sont pas encore faites ici par rapport aux entrepreneurs? Moi, dans mon cas, je parlerais de l'accès au financement. D'accord. Au Canada, c'est beaucoup plus facile en tant que TPE ou PME d'avoir un accompagnement d'une banque dès la création de l'entreprise, ce qui n'est pas nécessairement le cas ici à Libreville. Pour pouvoir être accompagné, il y a une très longue procédure. Et aujourd'hui, la fine bouchée s'autofinance à 100%. Ok, super. Oui, on n'a pas eu le choix de s'autofinancer. Et quand on va grand, quand on a une grande vision, quand on veut faire des nouvelles choses, on a besoin d'être accompagné. Mais cet accompagnement-là demande beaucoup de papiers, beaucoup de paperasse et de longues procédures et des conditions qui sont assez particulières et complexes. Et en tant que TPE, c'est pas facile de les atteindre. D'accord. Donc, il y a ce côté-là, il y a le parrainage aussi, qui n'est pas très évident ici. Trouver un mentor qui peut nous accompagner dans le domaine dans lequel on veut évoluer. Comment as-tu fait donc justement, tu as parlé des difficultés de paperasse et même le manque de mentorat. Okay? Comment as-tu fait pour dépasser ces limites? Étant donné que j'ai commencé au Canada, je suis venue déjà avec une certaine expertise dans ce domaine-là. Je suis venue plus ou moins équipée parce qu'on a fait quand même quelques années au Canada avant de venir ici. Donc en termes de financement, j'étais quand même prête en arrivant ici. Et donc je ne l'ai pas trop ressenti. Mais oui, ça a été ça même en termes de mentorat. J'avais mon mentor qui était au Canada, qui m'a accompagnée pour mon établissement ici. D'accord. Tout à l'heure, tu as fait référence à la déloyauté des personnes qui venaient accompagner ou du moins apporter à la fine bouchée leur savoir-faire et qui après se retrouvaient à devenir déloyaux dans leur façon d'interagir avec toi pour lancer leur propre business. Bon, ça m'emmène à parler de la notion de concurrence. Okay? Comment est-ce que tu vis la concurrence dans ton domaine? Quelle est ta vision de ce type de concurrence spécifiquement aussi? Bon, ça, c'est le deuxième volet de la question. Pour moi, la concurrence, c'est un phénomène naturel. Une fois qu'on se retrouve sur un marché, c'est tout à fait naturel qu'il y ait de la concurrence et ça permet d'équilibrer le marché aussi. Donc, pour moi, c'est normal et je le vis de façon saine. Je considère que pour moi, la concurrence n'est pas une compétition. D'accord. Je suis en compétition avec moi, j'essaie de faire mieux que ce que je faisais les années précédentes et je me focus sur ça. Maintenant, la concurrence, c'est aussi une école. D'accord. C'est un apprentissage. Ça nous permet en fait de rester au fait de ce qui se passe dans notre domaine. Ça nous permet de nous améliorer constamment, de rechercher à faire le petit plus qui nous permet de nous démarquer. Donc, c'est un challenge que moi, j'aime beaucoup. Super. Et au niveau du Gabon, j'ai contribué à la formation de plusieurs cake designers ici, qui sont maintenant en activité. Et c'est beaucoup plus des collaboratrices que des concurrentes. On a lancé même dernièrement un concept, un challenge avec une dizaine de pâtissières du Gabon, de Libreville du moins. Super. Et on a un petit groupe WhatsApp où on discute bien. Et très souvent, quand j'ai plus de disponibilité, c'est avec plaisir que j'envoie ma clientèle vers elle. D'accord. Tu as parlé de formation, parce que ça, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup.
comment tu vis le fait que quelqu'un que tu formes ait du succès? Et j'explique. Très souvent, dans la transmission du savoir, beaucoup de personnes ont du mal à s'investir dans la prochaine génération ou les gens qu'ils forment parce qu'ils ou elles ont peur que la personne qu'elles forment ait plus de succès qu'elles. Comment toi tu le vis et quel est ton regard dessus? Je dirais que je le vois de deux façons. Pour moi, la loyauté est très importante. Okay. Quand quelqu'un vient prendre une formation et qu'elle paye pour une formation, c'est avec plaisir que je transmets ce que je connais et c'est avec plaisir que je vois la personne évoluer. Parce Super. que dès le départ, on s'est entendu sur une base. Donc, ce que j'ai donné, c'est quelque chose que j'ai donné parce que j'ai reçu aussi un retour. Tout à fait. Mais quand quelqu'un vient vers moi avec une intention qui n'est pas la vraie, donc vient faire comme si elle veut travailler, mais en fait elle vient juste apprendre pour aller le faire après, non seulement je paye le salaire, donc c'est moi qui suis perdante des deux côtés, je transmets et je paye aussi des salaires. Donc à ce moment-là, il y a une déloyauté à laquelle je n'adhère pas. D'accord. Mais après, je me dis, je laisse la personne aller, j'ai transmis, et ensuite elle évoluera, on verra ce que ça donnera. D'accord, ok. En ce qui concerne comment je vais dire ça? En ce qui concerne les opportunités, ou du moins ton cheminement pour arriver où tu es. Tout à l'heure, tu as parlé de formation et de mentorat, donc je suis revenu dessus. Je veux revenir dessus parce que là, ma question, c'est est-ce que tu te considères comme une personne d'influence? Oui, sans prétention aucune, mais je considère que je suis une personne influente. Déjà parce que je contribue à l'économie gabonaise. Aujourd'hui, j'emploie 6 salariés. Et aussi parce que j'ai formé beaucoup de cake designers qui se sont lancés aussi dans ce domaine-là et qui contribuent aussi à leur tour à l'économie gabonaise. Donc, rien que sur ces deux aspects-là, je considère que oui, je suis une femme influente. D'accord. En parlant d'employés, de salariés, quelle est ta vision par rapport à la fine bouchée? J'explique. Quand je dis vision, ce n'est pas forcément que je veux que tu nous donnes tout ce que tu as prévu pour les prochaines années, mais du moins, comment prévois-tu le fait de t'élargir? Comment prévois-tu le fait de faire grandir la structure? Parce que je suppose qu'aujourd'hui tu as 6 employés, mais tu ne les avais pas quand tu as commencé. Donc, comment est-ce que tu en as arrivé jusque-là au fait d'employer des gens? En fait, la forte demande a fait en sorte que j'engage du monde. D'accord. Et au début, j'étais toute seule. Après, je me suis pris une aide et une deuxième. Et aujourd'hui, on est arrivé à une grosse équipe de 7 personnes. Et le but, en fait, c'est de pouvoir satisfaire plus de monde. Et pour pouvoir satisfaire plus de monde, il faut avoir plus de personnel. Et donc, l'idée, c'est d'agrandir la structure. On commence tout petit. La vision est tellement grande, il y a encore tellement d'étapes à franchir. Et le but, c'est vraiment d'élargir l'espace de m'attente. D'accord, donc c'est la demande qui emmène, si tu veux, la croissance de la structure. Ok, d'accord, super. Est-ce que dans le cheminement qui a été le tien, parce que tu es parti du point zéro en termes d'entrepreneuriat, d'entreprise, au point où tu en es arrivé, tu as 6 employés, 6 salariés. Sur le chemin, est-ce qu'il y a des raccourcis que tu aurais pu prendre, qu'on t'a proposé, mais que tu as refusé de prendre parce que c'était soit en désaccord avec ta foi, soit parce que ça ne t'emmenait pas où tu voulais aller finalement? Oui, il y a quelques mois en plus, j'ai été abordée par un monsieur dont je tairai le nom, qui appartient à une obédience ici au Gabon, qui m'a proposé en fait de me coopter. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite. D'accord. Et bon, bien sûr, c'est le genre de propositions indécentes que je ne supporte pas. Et j'ai poliment décliné en faisant comprendre qu'avec Dieu, je serais capable d'arriver où je veux aller. D'accord. Bon, là, ça me paraît important qu'on en parle parce que dans le contexte de notre foi, beaucoup de gens considèrent effectivement que Dieu, c'est une utopie. C'est bien pour l'Église, c'est bien pour emmener les enfants à bien se tenir, mais ce n'est pas pratique ou ce n'est pas quelque chose de réel dans le monde des affaires ou dans le monde, en fait, dans la vie quotidienne. Donc, comment est-ce que tu réconcilies le fait d'avoir une foi qui est invisible avec des valeurs ou avec des actions visibles, des actions pratiques, surtout quand tu es sous pression? Comment je réconcilie ça? Pour moi, ça va ensemble. Parce que mon identité me fait en sorte que ça devienne quelque chose de naturel. C'est difficile pour moi de faire un pas si je n'ai pas la conviction que je dois le faire.
J'aime quand les choses sont claires. Okay. J'aime quand les choses sont claires et quand je sais où je vais. Même si ça peut être un peu embrouillé, mais au moins j'ai la conviction que je dois y aller. Et c'est cette conviction-là, des fois, les gens peuvent l'appeler le sixième sens, mais pour moi, c'est la voie de Dieu. D'accord. Et c'est cette voie-là qu'il me faut pour faire le pas. D'accord. Plus. Et c'est indissociable, en fait. D'accord, très bien. La pâtisserie artistique, je l'appelle comme ça, cake designer, aujourd'hui a pris beaucoup plus de place et de visibilité dans l'environnement qu'est le nôtre. Les gâteaux qu'on avait avant ont disparu, c'est-à-dire même s'ils sont toujours là, ils sont moins présents. Il y a beaucoup plus de pâtisserie artistique, donc de cake design. Donc, comment tu entrevois le futur de cette vocation, le futur de ce design? Comment tu vois, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est devenu du cake design, avant c'était pas comme ça. Comment tu vois les choses dans, je sais pas, 10 ans par exemple? Où est-ce que ça va nous emmener? Étant donné que le domaine est encore jeune, c'est encore jeune ici et c'est très prometteur parce que la demande, comme je disais, elle est très très forte et on a des problèmes d'approvisionnement en matériel de pâtisserie artistique. Donc c'est un matériel bien précis. On a un problème d'approvisionnement, on a des coûts de la donne qui sont très élevés et je pense qu'on va aller vers des structures qui vont vendre du matériel. On va l'élargir à d'autres champs. Donc la vente de matériel, la vente de denrées alimentaires propres à ce type de pâtisserie-là. Et il y a vraiment beaucoup d'opportunités, pourquoi pas des salons sur la pâtisserie artistique qui pourraient se mettre en place, qui sera aussi créateur d'emplois. D'accord. Ok, super. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui voudraient faire comme toi, particulièrement dans le domaine de la pâtisserie artistique? Elles ont envie de commencer, grande vision, grand projet, pas de financement, beaucoup de craintes, beaucoup d'appréhension liées à elles-mêmes. Quel conseil leur donnerais-tu de manière pratique pour les emmener à faire ce pas-là? La première chose, c'est d'avoir un rêve clair. On peut avoir une idée, mais c'est important de la peaufiner. Savoir en fait qu'est-ce qu'on veut apporter sur le marché. Il y a déjà des pâtissiers, il y a des cake designers, mais quelle est la touche de plus qu'on veut apporter avec notre projet? Donc prendre le temps de définir cela, de le mettre sur papier et ensuite d'y croire. Et par la suite, c'est investir sur soi. Être capable en fait de trouver des personnes qui sont dans ce domaine-là, qui peuvent nous accompagner, de ne pas être gêné de demander, d'aller vers les gens qui sont là, qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont dans le cake design, qui peuvent nous accompagner. C'est important de participer à des séminaires, de prendre des formations professionnelles, d'être excellent en fait dans ce qu'on fait, pour pouvoir se démarquer de ce qui se fait déjà. D'accord. Je veux terminer avec cette question qui me paraît importante. Quel conseil donnerais-tu aux chrétiens? Et j'explique pourquoi j'insiste sur ça ou sur nous. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont dans une position d'attente. Je prie, Dieu va faire. Et parfois, peut-être à cause d'un mauvais enseignement ou simplement à cause d'une perception de la religion qui est totalement faussée, ils se cachent dans l'Église en disant que le monde, c'est satanique, c'est malsain, Jésus va revenir, donc j'évite d'avoir trop d'espoir. Et que le succès, en réalité, ce n'est pas pour les chrétiens ne peuvent pas être influents parce que c'est le diable qui règne. Donc, quel conseil donnerais-tu à l'Église et aux chrétiens? Je dirais d'abord qu'on est sur Terre pour un but. C'est important de découvrir le but pour lequel on est là. Une fois qu'on sait pourquoi on est là et qu'on détermine le couloir dans lequel on doit être, on comprend automatiquement qu'on est appelé à être influent. C'est important avec la mentalité qu'on a du royaume de Dieu d'être capable d'impacter notre environnement, d'impacter nos proches. Et cela n'est possible que si on accepte la vision qu'on reçoit et si on décide de se mettre en marche. Oui, c'est vrai, prier c'est bien, mais agir c'est mieux. La prière sans l'action, la foi sans les actions est une foi vaine. Donc prier sans faire le pas, il n'y aura aucun résultat. Pourquoi? Parce que il faut qu'une voiture soit en marche pour que quand on donne la direction, elle puisse tourner. Si la voiture n'est pas démarrée, si la voiture n'a pas commencé à avancer, on peut tourner à gauche, on peut tourner à droite, le volant, on ne bougera pas. Donc c'est important d'abord de commencer à marcher et ensuite de suivre la direction qu'on nous donnera. D'accord, super. Merci beaucoup. Super. Énormément de richesse dans tes réponses et je pense que ça a contribué à faire du bien au plus grand nombre. Donc encore une fois, merci d'avoir répondu présente à l'invitation. Merci. Tout un honneur et
Nous, on va vous laisser là. On va continuer à discuter. Donc, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.